sur ITV et bienvenue à Question Direct qui a aujourd'hui le plaisir d'accueillir Papi Leye. Papi Leye est un entraîneur sénégalais qui travaille comme entraîneur dans une équipe française qui s'appelle les Voltigeurs de Châteaubriand. Papi Leye, merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous, comment êtes-vous trouvé comme entraîneur à National 2 en France dans cette équipe? Bonjour Alassane, merci de m'avoir invité. Je me suis retrouvé, j'étais joueur, j'ai joué en Ligue 2, j'ai passé mes diplômes. Après j'ai été entraîneur-joueur à Châteaubriand, qui était en 7e division. Donc je suis devenu l'entraîneur et puis de fil en aiguille, on est monté et puis là on est en 4e division nationale en France. Oui, on constate de plus en plus la présence d'entraîneurs africains et surtout sénégalais dans le championnat français. Comment ça se fait? Mais parce qu'on est décomplexé, on passe des diplômes en fait. Après on peut dire ce qu'on veut, on peut expliquer qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs blacks comme on dit dans les championnats. Mais est-ce qu'on se formait avant? Je pense pas. Je pense que Habib Beye l'a montré, Omar Daf l'a montré. Bon, ça fait 30 ans que j'ai mon BE2. Et donc c'est juste se former, c'est juste passer les diplômes, après faire ses preuves. Et nous, enfin moi j'ai fait mes preuves parce que je suis parti de 7e en 4e division. On a fait des cours en Coupe de France. Habib Beye est descendu très bas pour faire ses preuves en national, monter en Ligue 2. Et je pense même qu'on a été dur avec lui parce qu'il était ambitieux. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont été internationaux français, qui ne sont même pas passés par la nationale, qui ont entraîné directement une Ligue 1 ou une Ligue 2. Omar Daf fait ses preuves. Donc voilà, c'est juste se former et puis faire ses preuves. Oui, mais au-delà de la formation, il y a toujours quand même le plafond de verre qu'il faut atteindre. En France, il paraît qu'il est plus difficile quand vous êtes étranger, et surtout noir. La question se pose aujourd'hui avec le Rassemblement national qui veut prendre les en France, qu'il est difficile pour nous d'avoir accès à la première division française, être entraîneur, être respecté. Parce que souvent on a vu qu'Amouare a été entraîneur quelque part, il a eu toujours des déboires. Ouais. Le respect, j'ai toujours dit, le respect ne se demande pas, il se gagne. Et c'est tout un ensemble, c'est pas que dans le foot, en fait. Et tant que nous, pays africains, tant que nous, Africains, on ne va pas se développer, on peut dire ce qu'on veut, on ne sera pas respecté. Et ce ne sera pas qu'en France, ce ne sera pas qu'en Allemagne, c'est partout dans le monde. Moi, je voyage un peu, quand on donne le passeport, partout, dans tous les aéroports, bon, voilà, ça se contrôle, c'est nous. Tout part de nous, en fait. Si nous, on est développé, moi, je prends l'exemple juste de Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG. Il est arabe, il est musulman, il est qatari. Et quand il vient en France, on lui déroule le tapis rouge. Le même Nasser qui est algérien, qui est marocain, qui est tunisien, quand il vient, on ne lui déroule pas le tapis rouge. Donc c'est une question économique. Donc quand je disais que nous, on se développe, une fois qu'on va se développer, une fois qu'on va se faire respecter, qu'on va se respecter nous-mêmes, après c'est plus facile. On ne peut pas, enfin oui, il y a des problèmes de racisme. Oui, il y a un moment donné, Habib Beye doit entraîner une Ligue 1, comme les autres. Mais on a toujours, c'est même pas un plafond de verre, ça dépend de nous. Et on se respecte. Quand on va se respecter nous-mêmes, les autres vont le respecter. Il y a toujours le développement des pays, la situation financière des pays, qui fait que ça impose le respect ailleurs. Même dans les négociations. Même dans les négociations. C'est une sorte de poids international. Moi, je prends le Brésil, on parle de foot. Il y a Enrique qui va aller au Real Madrid. Là, on ne parle même pas d'indemnité de formation. Il a 17 ans, ils l'ont acheté plus de 20 millions d'euros. Quel club sénégalais va toucher même rien que son indemnité de formation? Il n'y en a pas, parce qu'il y a le poids familial, il y a la pression sociale. Parce que si un gamin ici, un club professionnel qui veut le prendre, il faut savoir qu'il doit payer 90 000 euros par an et par année de formation, enfin par an et par joueur. Donc si vous formez un gamin pendant 5 ans, c'est 5 fois 9, c'est 450 000 euros. 450 000 euros, il n'y a pas un club français qui va payer à un club sénégalais 450 000 euros. Pourquoi? C'est la loi. Mais parce qu'il y a la pression. Quand moi, j'en ai vu, il y a le gamin à qui on va proposer 5 000 euros de salaire, 10 000 euros. Le club lui dit, ben non, moi, il me faut toucher l'indemnité de formation. Qu'est-ce que font les parents? Ils vont venir en disant, ben vous êtes méchants. Si le gamin il part, moi, je m'en sors. Et donc, nous, on cède.
sur le plan social. Donc on cède. Et c'est là-dessus. C'est là où il y a le problème. Le problème qu'on a aujourd'hui au Sénégal, les gamins ne vont même plus en Europe, pour la plupart. Ils ne vont même plus dans le Maghreb. Ils vont au Soudan, ils vont au Rwanda. Et donc ça nous pose problème. Et pourtant, les jeunes Brésiliens, les joueurs brésiliens n'est pas mieux, n'est pas plus talentueux que le Sénégalais. Mais sur le plan international, il arrive à gagner plus que le Sénégalais parce qu'il y a peut-être une organisation derrière. Mais pourquoi nous, on n'est pas organisé? Quand vous payez un gamin ici 150 €, au Brésil, on le paye 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 €. Donc à partir du moment où il n'a pas mieux, le club il tient. Et là, on n'a pas un club qui est... on a un problème avec nos clubs. On parle de foot professionnel au Sénégal, il n'y en a pas. Ce n'est pas du foot professionnel. Et le problème, il est là. Le problème, il est... Là, on peut creuser après. C'est toute une organisation qui... En fait, c'est une question économique. Voilà, c'est une question économique. C'est que là, aujourd'hui, le Brésil... Ben non, bien sûr que le Brésilien n'est pas plus fort. Aujourd'hui, qui c'est qui exporte le plus de joueurs? Presque dans le monde, même devant le Brésil. Mais c'est le Sénégal. Ouais. On est 18 millions d'habitants, le Brésil, c'est des millions, enfin, plus que ça. Et nous, qu'est-ce qu'on gagne? Combien de joueurs on a? Là, je regardais la liste, c'est énorme. On a plus de 700 joueurs qui jouent en Europe aujourd'hui. Mais en général, il n'y a pas d'impact réel sur l'économie sénégalaise. Il ne peut pas y en avoir. Qu'est-ce qu'on a organisé? Le foot est une industrie. Est-ce que nous, on a organisé pour pouvoir bénéficier de cette industrie? Mais non. Est-ce qu'on a formé des gens par rapport à ça? Par rapport à l'économie du sport? Est-ce qu'on a formé des gens par rapport à même l'entraînement? Des éducateurs? Est-ce qu'on a mis des structures, des infrastructures qui permettent à un gamin ici de se développer comme les Brésiliens? On va au Brésil, il y a des vraies structures. Il y a une organisation autour du foot. Là, aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Il n'y a pas d'organisation autour du foot. L'État ne gagne rien. Moi, j'ai toujours dit qu'il est anormal, avec tout l'argent qu'il y a dans le foot, que notre État paye l'entraîneur, que notre État paye les primes, que notre État paye les transports. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on va en France, c'est le foot qui se paye lui-même. C'est même pas qui se paye lui-même, c'est le foot qui par rapport à la taxe buffet qui paye les autres sports en fait. Sur les droits télé, il y a une taxe de 5% qui est prise pour financer les autres sports. Et nous, c'est le contraire en fait. Et donc, comment on s'organise pour que non seulement l'État ne finance plus notre football, mais que c'est le football qui finance les autres sports qui n'ont pas les moyens. Parce qu'il y a de l'argent dans le foot. Et pourtant, au Sénégal, on a organisé ici les assises du football, les réunions, les états généraux. Des plans ont été mis en place, des réflexions mises en place pour renforcer les clubs. Vous l'avez dit aujourd'hui, les clubs sénégalais, même sur le plan africain, ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas parce que... Qui sait? Parce que là, on parle, là, j'ai entendu, ouais, il faut que les entreprises publiques aillent chercher, sponsorisent des clubs. Là, on parle d'économie. Là, on ne va pas obliger une entreprise d'aller faire si ce n'est pas rentable. Ouais. Ça n'existe pas. La solution, ce n'est pas ça, en fait. La solution, c'est à la base. C'est de travailler à la base. Là, aujourd'hui, moi, si je vous dis que l'État sénégalais ne peut pas, doit arrêter de financer le football, on est mort. On ne pourra pas. Mais c'est d'avoir un plan sur 5 ans, en se disant, comment on fait pour que le football... les clubs gagnent de l'argent. Comment on fait? Mais comment ils font les autres? C'est de vendre des joueurs. Et là, on vend des joueurs. Les joueurs, quand ils partent, c'est parce qu'on les a vendus. Ouais. Mais où va l'argent? Comment on contrôle cet argent? Quand Messi il arrive, je prends un exemple, on m'a dit, c'est mon pote, il va pas... Bon, quand ils viennent, ils s'installent au Sénégal. Tous les clubs là. Maintenant, il y a Brest qui est là. Il y a Lyon qui est là. Mais pourquoi? Avec le centre de formation. Voilà. Si demain, j'ai un club, le Stade de Mbour, je suis de Mbour, le Stade de Mbour a un club avec une formation qui tient la route. Il a un joueur. Il va le vendre. Il y a Metz qui vient l'acheter. Donc là, ils viennent, ils disent, ben, nous, on a formé le gamin pendant 5 ans, vous nous devez tant. Donc, Metz va payer tant. Normalement, c'est qu'ils ne font pas. Sauf qu'aujourd'hui, ils te disent, c'est mon joueur. Le joueur de Metz, c'est mon joueur. Donc moi, je ne le paye pas. Donc ils vont prendre un joueur, ils vont l'amener en France. Ils le rentabilisent. Au bout d'un an, ils le revendent en Angleterre 20 millions d'euros. On ne peut pas taxer. Ça nous échappe. Donc en ce moment, c'est une moins-value pour l'État du Sénégal, pour le Sénégal en tant que tel. Mais évidemment. Évidemment. Après, même, on peut parler sur le plan fiscal. Il y a des gens qui ont fait des études. Moi, j'ai fait des études dans le foot. Il y en a qui ont cette fiscalité, qui maîtrisent la fiscalité du sport, le droit du sport. C'est de mettre
tout le monde autour de la table. Et de se demander, mais comment on fait? Et comment on fait, c'est vraiment de donner du poids à la base. Là, aujourd'hui, on ne parle même pas d'indemnité, de solidarité. Tous ces gamins-là qui partent, ils ont un parcours de formation. Ouais. Mais une fois que l'indemnité arrive, on ne retrouve plus ce parcours de formation. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que sur les indemnités de formation, sur les indemnités de solidarité, ils prennent en compte à partir de 12 ans. Mais beaucoup de gamins, Sadio Mané, il était à Bambali à 12 ans. Bien sûr. Est-ce que quand il est parti sur les transferts internationaux qu'il a fait, est-ce que Bambali a touché de l'argent? Et c'est là-dessus. C'est de faire toucher tout ce qui doit toucher de l'argent sur des transferts ou sur les indemnités de formation ou sur les indemnités de solidarité. Il faudrait que tout le monde touche. Et à partir de ce moment-là, ils vont avoir quelque chose qui leur permet de se développer, d'investir et de faire des choses. Et là, il n'y a qu'une petite partie aujourd'hui qui bénéficie du football, en fait. Avec tous les joueurs qu'on exporte, là, on va exporter du pétrole. Mais ça fait des années qu'on exporte des joueurs. Ouais, mais il y a une question de fond que vous n'avez pas peut-être encore touchée, c'est la formation des joueurs qui quittent le Sénégal, qui vont dans des championnats, mais ils arrivent dans des milieux où peut-être sur le plan de la discipline, ils sont éduqués, bien disciplinés, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe, tout le business qu'il y a autour. Des fois, il y en a qui sont arnaqués par des contrats, il y en a même peut-être même pour s'exprimer dans un terrain de foot, ils n'arrivent pas à le faire. Ouais. Le foot, c'est la communication. Et là, aujourd'hui, je prends souvent l'exemple de Drogba et de Eto'o. Ils ont de la prestance. Et là, aujourd'hui, Ballon d'Or, cérémonie Ballon d'Or, qui c'est qui l'organise? C'est Drogba. Parce qu'il a une formation, parce qu'il a une prestance, parce qu'il arrive à communiquer. Nous, nos joueurs sénégalais, même les plus forts, ils n'arrivent pas à communiquer. Et c'est quoi la communication? C'est vraiment, c'est des études, c'est de maîtriser la langue. La langue, on peut dire ce qu'on veut. On ne va pas aller en France ou en Angleterre et parler Wolof. Il faut apprendre la langue là où tu t'exprimes. On vit en France, on fait ses business en France, il faut maîtriser la langue. Et les codes. Moi, j'ai la chance, ou des fois, d'avoir des Sénégalais qui sont passés, d'avoir des Africains qui sont passés dans mon club. Le constat, c'est que en termes d'éducation familiale, les Sénégalais sont d'une éducation, c'est parfait en fait. Ils ont une énorme éducation. Mais dès qu'on part de l'éducation, enfin quand on peut parler d'éducation académique, là on a des soucis. Ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils n'arrivent pas à défendre leurs idées. Et c'est tout un problème de lire un contrat, de comprendre un contrat, et de tenir tête à un agent. Parce que les agents, ben oui, chacun son business. Et c'est un milieu de requins. Moi j'ai passé mes diplômes, je suis agent à la Fédération française de football. Je ne peux pas faire les deux. Et donc je voulais comprendre comment ça se passait. Mais il faudrait qu'on impose à toutes les écoles de foot, à tous les clubs, que ces gamins-là puissent faire des études poussées. C'est-à-dire que quand ils sortent d'ici, ils aient des armes pour se défendre. Et pour se défendre, c'est d'être capable de communiquer, de comprendre le monde qui nous entoure, de comprendre le monde du foot, les enjeux du foot. Et ça, on ne le fait pas. Et vous êtes choqué quand vous venez à Dakar, vous venez au Sénégal, vous voyez les gamins, à toute heure, ils sont dans la rue en train de jouer au foot. C'est hyper choquant. Pourquoi? Mais parce que quand on arrive à cet âge-là, les gamins, ils sont à l'école, logiquement. Mais là, à 8h, ils sont dans la rue, à 9h, ils sont dans la rue, à 15h, ils sont dans la rue. Quand est-ce qu'ils sont à l'école? Et c'est là-dessus. Et on a un levier. Je suis persuadé que l'État a un levier aujourd'hui. C'est d'organiser les écoles de foot, de mettre des éducateurs qui sont diplômés, qui sont formés, et d'imposer aussi, parce que même en France, pour rentrer dans les pôles espoirs, quand on parle de pôles espoirs, mais il faut une certaine moyenne pour rentrer dans ces pôles. Donc le gamin, il sait que quand il ne va pas travailler bien à l'école, il ne peut pas. Il faut un parcours académique. Voilà. Il faut un parcours académique. On demande des notes. Les notes que tu as depuis toute ta scolarité. Est-ce que tu travailles bien? Est-ce que tu... Voilà. Et ça pousse le gamin à aller au bout. Et après, le foot. Il faut savoir que dans un centre de formation en France, quand il y a 10 gamins qui rentrent dans le centre de formation, il n'y en a qu'un qui passe pro. Qu'est-ce qu'on fait des 9 autres? Il faut les orienter ailleurs, voilà, pour qu'ils puissent faire autre chose. Voilà. Mais vous posez une question fondamentale en parlant des joueurs sénégalais. Sadio Mané, à un moment, était parmi l'un des plus grands joueurs au monde. Mais quand on regarde un peu le salaire qu'il avait à Liverpool, on se demande mais pourquoi Sadio Mané est aussi bon, aussi mal payé, entre guillemets? On n'est pas conditionné.
En fait, c'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure en préalable par rapport aux entraîneurs, c'est-à-dire qu'on se contente de peu. Je le répète, le respect ne se demande pas, il se gagne. Absolument. Il se gagne. Tout à fait. C'est tout. Et à un moment donné, Sadio Mané, il s'asseyait sur la même table que Ronaldo et Messi. Mais même nous, le peuple sénégalais, est-ce que nous, on a fait ce qu'il fallait? Est-ce qu'on a fait le lobbying qu'il fallait pour Sadio Mané? Pour Sadio Mané. On ne l'a pas fait. Moi, je suis sorti en Côte d'Ivoire, je sortais de... Ah, vous êtes frappé par, l'aéroport, les photos de Drogba un peu Drogba, partout, quand on va au Cameroun, Kalou, partout et tout, partout. Voilà. Mais ici, c'est timide. On se demande, mais est-ce que Sadio Mané, il est au Sénégal? Voilà. Est-ce qu'il est... C'est fou. C'était choquant. Moi je sortais de là, et puis moi, je revenais du Cameroun, et puis là, c'est ce qui m'avait choqué, quoi. Je me dis, il n'y a pas Sadio Mané. Et c'est l'année où il devait être Ballon d'Or. Mais je ne parle pas Ballon d'Or africain. Mondial. Là, tout le monde était content en parlant de Ballon d'Or africain. Mais c'est pas possible qu'il soit Ballon d'Or. Les 2 années-là, il doit être Ballon d'Or, tout simplement. Mais nous-mêmes, vous, journalistes, le peuple sénégalais, l'État sénégalais n'a pas fait le lobbying qu'il fallait. Parce que bah non, c'est trop. Parce qu'on se fixe des limites. Parce qu'on est noir, parce qu'on est africain. Eh bien, on se fixe des limites. Sadio Mané ne doit pas être Ballon d'Or. Et on s'est fixé des limites. C'est une organisation à notre sein, la façon de faire de façon globale en Afrique, si on étale le débat qu'on fait ici un peu partout en Afrique, fait que l'Afrique perd énormément d'argent, énormément d'opportunités dans le sport de façon globale, parce qu'on est inorganisé. C'est une question d'organisation. En fait, c'est une question d'organisation et de normes. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer s'il n'y a pas de normes, si on ne respecte pas certaines choses, une organisation, des normes. On ne peut pas. Et c'est la base, c'est commencer par la base. Et nous, on nous a appris, quand on était truc, plus la base est grande, et plus quand on monte, voilà, on aura du monde. Mais pour avoir cette base-là, il faut l'organiser. Il faut des gens compétents, même à la base. Parce que c'est là-dessus, ça se passe à la base. Que ce soit dans le foot, que ce soit dans tout. L'éducation, une éducation de base qu'on donne, c'est les fondements. Il faut que ça soit solide. Et une fois que le gamin, c'est base, après on peut faire des choses. Et puis même dans l'organisation, faire comprendre à tous ceux qui ont des écoles de foot aujourd'hui, l'intérêt qu'ils ont de s'organiser. Parce qu'aujourd'hui, c'est les parents pauvres, en fait, du foot sénégalais. C'est les parents pauvres. Ils forment des gamins jusqu'à 15 ans, ils donnent à Diambar, ils donnent à d'autres clubs. Ils perdent. À la fin, est-ce que sur le passeport du joueur, parce que ça c'est obligatoire, la FIFA demande le passeport du joueur. Est-ce que sur le passeport du joueur, le parcours du gamin, le parcours de formation de ses 12 ans à ses 15 ans, est-ce qu'il y figure? Ben non. Même à 34 ans, dès qu'il y a un transfert international, Sadio Mané, il est parti d'Allemagne pour aller en Arabie Saoudite cette année. Donc sur ce transfert, il y a ce qu'on appelle l'indemnité de solidarité. Et donc cette indemnité, là, il y a quoi? Il y a 6 mois. Tous ces clubs où il est passé, à partir de ses 12 ans, devraient y toucher. Est-ce qu'il y touche? Je ne suis pas sûr. Parce que peut-être que ces clubs, ces centres de formation, ces écoles de foot, ne comprennent pas ça. Et donc les organiser, les informer de ça, et de leur dire, votre intérêt est là. Et l'autre problème, c'est les doubles licences. Un gamin, il peut commencer à 12 ans avec une licence, 12, 13, 15 ans. C'est la réalité, il ne faut pas qu'on se cache les choses. Et après, on change de... Voilà, et ça fait que son parcours de formation est nul. Mais ça, souvent, c'est un vrai problème au Sénégal. Il y a des gens qui on dit, retaillent, en termes trivial. Ils diminuent leur âge pour pouvoir entrer dans le centre de football. Et des fois aussi, est-ce que ça ne pose pas un problème sur le plan sportif? Il y a certains qui estiment que certains joueurs sénégalais, en allant dans un club, ils ne jouent pas avec leur âge. Une fois qu'ils viennent dans des championnats très intenses, comme en Angleterre, et ils accordent que des blessures, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que le rythme que demande ces championnats, leur physique ne peut pas le soutenir. Mais notre morphologie fait que, à la limite, à 35, 36, 37 ans, on est encore performant. C'est la morphologie qui fait que on ne prend pas de poids. Enfin, voilà, l'Africain, même le Sénégalais spécifiquement, nous permet de faire ça. C'est même pas ça. Moi, là où ça me choque, c'est par rapport au parcours de formation. Par rapport à tous ceux qui font des efforts monstrueux, énormes, à la base, et qui n'y touchent pas. Et après, il y a une pression, comme on disait tout à l'heure, pression sociale, pression familiale, qui fait qu'on ne peut pas réclamer.
Parce que quand on va réclamer, on va se rendre compte que, eh ben non, c'est pas l'âge. Donc on subit, en fait. Parce que souvent, les parents comptent sur les transferts pour s'en sortir. Bien sûr. Parce que c'est la pauvreté qui les frappe. Bien sûr. Aujourd'hui, ils sont dans une sorte de beaucoup de problèmes de dépenses quotidiennes. Tout à fait. Et l'enfant qui part en vous, c'est un investissement qui va gagner de l'argent pour la famille, pour toute la fratrie. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Si on est bien organisé à la base, c'est-à-dire que si on met ce qu'il faut à la base, et je pense que l'État peut le faire, c'est de mettre des moyens à la base. Une fois qu'on aura mis les moyens à la base, quand on a passé nos diplômes, enfin le recyclage, quand je l'ai passé, les Français, ils avaient fait une étude. Et l'étude montrait que jusqu'à 13 ans, le jeune africain est largement supérieur aux jeunes Français. européens, aux jeunes européens, dont nos enfants. Et ils avaient expliqué pourquoi, parce que le jeune africain était tout le temps dans la rue à jouer. Ouais. Donc ils avaient calculé les taux horaires et tout là. Et après, ils ont montré, à un moment, 14-15 ans, les courbes s'inversaient. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas les infrastructures, on n'a pas les éducateurs qu'il faut, on n'a pas les installations qu'il faut. Eux, ils rentrent dans les centres de formation, ils ont tout. Il y a tout l'encadrement. Il y a tout l'encadrement. Mais justement, vous, les Sénégalais qui dans le sport, connaissez les ficelles, entraîneurs, agents de joueurs, juristes, pourquoi vous vous organisez pas au niveau de la diaspora pour venir au Sénégal, expliquer ce que vous dites là aux autorités, pour changer les normes, pour expliquer, on a une chance d'avoir de nouvelles autorités qui sont là, le Sénégal va découvrir du gaz et du pétrole, les moyens doivent être là pour créer des clubs dans tous les départements et dans toutes les régions du Sénégal, mais avec les moyens qui doivent aller avec. Avec votre expertise. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le foot. Je pense que j'ai tout fait. J'étais footballeur, je suis entraîneur, et j'ai passé le diplôme d'agent. Je voulais tout maîtriser. Mais là, on est dans un momentum assez intéressant. Voilà. Nouvelle autorité, gaz et pétrole qui arrivent, les ressources qui arrivent, comment les investir pour permettre aux jeunes de s'exprimer dans le sport et de faire une véritable économie. Mais parce que vous m'invitez. Moi, j'arrivais, j'allais dans ma petite côte natale et puis j'étais tranquille parce qu'on ne me demandait pas mon avis. Oui, mais la diaspora pour s'organiser aussi. Oui, mais ce qui est compliqué, c'est que nous, la diaspora, on a fait des choses. On essaie des choses. Et à un moment donné, c'est d'avoir cette ouverture, d'avoir l'écoute. Et souvent, on a, peut-être à tort, on ne vous écoute pas. Voilà, souvent, on a l'impression qu'on prêche dans le vide. On a l'impression qu'on a peur de la compétence. Ce qu'on se dit nous-mêmes, on se dit, ben oui, je vais en vacances, je vais chez moi, une fois que j'ai fini, je reviens. On est plus respecté là où on vit qu'ici. On est plus connu là où on vit, plus qu'ici. Et je pense que oui, par rapport à nos parcours, par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à nos connaissances, sincèrement, oui, je pense qu'on peut. Il y en a même ici au Sénégal, je lisais l'interview d'un professeur Sakho, je crois, oui, qui disait des choses extrêmement intéressantes sur... Pape Sakho. Voilà. Et c'était intéressant. C'est des gens qui vivent ici, qui connaissent. Et je pense que se mettre autour de la table, pas que le sportif, parce que là, quand on parle de... c'est toute la chaîne de valeur. Voilà. Et c'est toute la chaîne. C'est-à-dire que c'est de l'aborder de façon transversale, en fait. C'est le foot, c'est purement foot, c'est tout ce qui est économique, c'est tout ce qui est social, développement, voilà. C'est de le prendre de façon transversale, globale, avec toutes les parties prenantes, se mettre autour de la table, et voilà, et c'est de discuter. Et pourquoi avec l'industrie qui est dans le foot, pourquoi avec tout l'argent qui est dans le foot, il n'y a pas de retombée? Pourquoi on est un pays exportateur de footballeurs et qu'on n'en tire pas profit? Mais pourquoi vous ne tenteriez pas encore une nouvelle démarche avec les nouvelles autorités qui viennent d'arriver? Peut-être il y a une écoute en ce moment parce que le Sénégal est quand même entré dans une nouvelle ère. Mais peut-être qu'en voyant l'émission, ils vont... Oui, parce que c'est pas facile d'avoir des contacts, c'est pas facile de... Il y a les ambassades, normalement, qui doivent avoir l'ouverture, des bureaux économiques qui doivent vous écouter, normalement, dans les ambassades au Sénégal. Mais logiquement, nous aussi, peut-être que c'est notre faute. On se met des barrières, on se met des freins, on se dit que ça ne va pas le faire et on ne fait pas les démarches. Mais je pense que c'est... Est-ce qu'il ne faut pas là enlever la barrière, faire les démarches? C'est ça, mais évidemment.
En rentrant à Châteaubriand aujourd'hui, est-ce que vous ne pouvez pas prendre l'initiative de contacter tous les entraîneurs, tous les joueurs sénégalais qui sont dans l'industrie, les juristes, et dire, écoutez, organisons-vous, créons quelque chose, allons voir les nouvelles autorités pour dire voilà ce qu'on doit faire pour le Sénégal, pour le sport, pour le foot. Le problème qu'on a, nous, dès que je rentre, moi, je vais rentrer le 10, je reprends les foot le 15, vous savez bien, c'est prenant. Ça nous prend les tripes, c'est les entraînements tous les jours, c'est les matchs le week-end, c'est la préparation de match, c'est tout un ensemble de choses qui fait que souvent on est concentré dans ce qu'on fait. Et après, oui, quand l'équipe nationale joue, on se dit, oui, un tel joueur il est parti là, on se dit, mais Metz, on peut faire plus, on peut faire, et après on passe à autre chose. Mais le foot, en fait, c'est paradoxal, le Sénégal est paradoxal en fait. Oui, absolument. Là aujourd'hui, tout le monde critique. Tout le monde nous tombe dessus sur tout le monde. Mais le Sénégal classement FIFA, le Sénégal est deuxième. Ouais. Le classement FIFA, le Sénégal est 20e. Dans quel domaine, dans quelle activité le Sénégal est deuxième africain dans les 20 premiers mondiaux? Il n'y en a pas. Ouais. Sauf à lui et moi. Voilà. Et là, on a cette exigence-là. On est exigeant avec les dirigeants qu'on a. Ben oui, il faut être exigeant. Mais c'est de faire attention. On sait, moi je vois bien les critiques qui tombent sur le sélectionneur. Aliou Cissé. Aliou Cissé. Je vois bien. Mais ce qu'il a fait, personne ne l'a fait. Ouais. Énorme. Et demain, on peut l'écarter. Mais on sait, comme disent les Français, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Il a assaini l'équipe nationale. Il a coupé toutes les têtes qui débordent, qui dépassaient. Il a mis une discipline que personne n'avait mis. Ce qui est très difficile au Sénégal. Ce qui était très difficile au Sénégal. Il a mis les journalistes à leur place. Absolument. Et ça fait que, même après on peut dire technico-tactique, mais le foot, c'est pas que la technique, c'est pas que la tactique. C'est tout un environnement, tout un ensemble. Qu'est-ce qu'il a amené? Peut-être c'est ce qu'il a amené. C'est de rigueur qu'il a amené. Mais toujours est-il que sur le plan économique, les gens demandent, on ne capitalise pas ça. L'équipe nationale du Sénégal, qui est une deuxième sur le plan africain, 20e FIFA, mais économiquement, c'est quoi? Ça n'a pas organisé. Après, on peut tourner autour du pot, on peut aller où on veut. Quand on va y revenir à la même chose. Ouais. Ça veut dire qu'on n'est pas organisé. On n'a pas les normes, on n'est pas organisé, même pour les éducateurs. La formation des éducateurs, de tout. Le droit du sport, il y a plein de choses qu'on peut organiser ici. À la fac, enfin voilà, c'est le droit du sport, il y a plein de choses que les Européens font. Quand un gamin il peut faire passer son master 2 de sport. Je ne suis pas sûr qu'ici, c'est aussi développé que ça. Et plein d'autres choses qui tournent autour du football qu'on n'a pas développé. Et c'est là-dessus, le travail il est là. C'est une question d'organisation. Merci infiniment à Pape Leye d'avoir été avec nous sur ce plateau d'ITV avec un immense plaisir de parler de football, mais sur le côté organisation, économie, et c'est que le Sénégal perd en termes de milliards dans le football, pas que le football, dans le sport de façon globale, parce qu'on reste encore inorganisé, parce qu'on ne comprend pas réellement les enjeux, qu'un gamin brésilien peut rapporter énormément d'argent à son pays, alors qu'un Sénégalais plus talentueux gagne moins. Merci Pape d'avoir été avec nous. Vous êtes entraîneur de l'équipe de Châteaubriand en National 2, les Voltigeurs. Merci d'avoir été ici sur le plateau de ITV, de nous parler avec beaucoup de plaisir de cette passion que nous avons pour le football et surtout de qu'est-ce qu'on doit faire pour récolter les dividendes de sport aimé par tous les Sénégalais. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.